Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. Au Burkina Faso, les différents acteurs de la révolution souhaitent une transition démocratique et civile, mais peinent à trouver un consensus. L'homme fort de la transition, le lieutenant-colonel Isaac Zida, s'était engagé devant le corps diplomatique à œuvrer à un retour à la légalité constitutionnelle. Ouverture ce lundi au Qatar du Forum mondial du sport autour du thème « Le sport est un moyen de progrès social et de développement économique ». Des personnalités politiques dont le président Ali Bongo Ondimba participent à cette rencontre. Bienvenue, vous êtes sur la première chaîne panafricaine. Blaise Compaoré est tombé, mais le plus dur semble à venir. L'armée a pris le pouvoir. Les différents acteurs de la révolution souhaitent une transition démocratique et civile, mais peinent à trouver un consensus. Voici les précisions d'Abdoulaye Bari. Le calme est revenu et les Ouagalais vaquent à leurs occupations 4 jours après la chute de Blaise Compaoré. Les tractations sont en cours en vue de définir les contours de la transition et trouver une personne consensuelle pour la diriger. Les principaux acteurs de la révolution semblent divisés et sont loin d'avoir la même vision pour l'avenir. Dimanche, des milliers de personnes réunies à nouveau place de la Nation ont dénoncé la confiscation de la révolution par les militaires et exigé leur retour dans les casernes. Plusieurs organisations de la société civile ont également réclamé ce lundi une transition démocratique dirigée par un civil. Idem pour l'opposition politique qui dit souhaiter le retour à l'ordre constitutionnel. L'opposition a déjà dit et redit qu'elle souhaite que la transition soit démocratique et civile. Mais l'opposition est d'avis que le modèle de transition démocratique et civile qui pourrait conduire notre pays à une nouvelle vie constitutionnelle normale ne peut être que le résultat d'un consensus national. Le retour à l'ordre constitutionnel normal risque de poser problème, en ce sens qu'il implique la dévolution du pouvoir au président de l'Assemblée nationale, une institution qui a perdu toute légitimité populaire. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de voir est-ce que, de façon fondamentale, après qu'on ait cassé l'Assemblée nationale, après que les députés parfois aient subi des dommages de tous ordres, est-ce qu'au plan psychologique, au plan de la réalité du fonctionnement du Parlement, le Parlement peut encore vraiment jouer un rôle? C'est ça la question qui se pose. Pendant ce temps, le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Zida, a pris les rênes du pouvoir. La faiblesse et les petits calculs d'intérêt personnel de l'opposition pourraient renforcer la junte au pouvoir. La communauté internationale semble ferme et menace le pays de sanctions, ce qui pourrait asphyxier un pays déjà sous perfusion. Le respect des principes démocratiques l'emportera-t-il sur la réelle politique? Une chose est sûre et certaine, le plus dur reste à venir au Burkina. Religion à présent, et on en parlait dans nos précédentes éditions, la célébration de l'Ashura, à l'instar des autres pays musulmans du monde, le Mali a célébré le 10 Muharram, Ashura dérivé de Ashra qui signifie 10, correspond au premier mois de l'année musulmane. Outre les prières et le jeûne, la célébration de cette journée est aussi marquée par des visites de courtoisie entre proches parents. Plusieurs événements ont concouru à cette célébration au Mali. Je vous propose à présent d'écouter le ministre malien des Affaires religieuses et des cultes. Je pense que l'Ashura c'est un moment intense de rappel et d'appel. L'Ashura nous rappelle ces moments très particuliers, pénibles de l'islam, et qu'il n'est pas opportun de revenir là-dessus. Et c'est aussi donc le lieu de lancer cet appel au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est donc d'aller vers la haine de la haine, c'est-à-dire l'amour, pour que toujours nous perpétuions ce nouvel an de l'Hégire, non plus en la douleur que cela nous rappelle, mais pour que cela soit mu en des instances de rappel, d'instants de spiritualité, de pardon, d'amour, pour que plus jamais l'islam ne voit cette douleur et que l'islam retourne et revienne à sa source authentique, amour, paix, fraternité, respect du droit à la différence, triomphe de la spiritualité, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela, comme nous l'avons vu avec le prophète de l'islam, Muhammad wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Célébration de l'Achoura toujours, direction l'Irak où les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale. Aujourd'hui ont eu lieu les célébrations chiites de l'Achoura et des attentats sont redoutés notamment à cause de la présence des djihadistes de l'organisation de l'État islamique qui considèrent les chiites comme des hérétiques. À Bagdad, des milliers de policiers et de soldats ont été déployés, tout comme à Kerbala où se trouvent des centaines de milliers de fidèles. Plus de 25 000 hommes des services de sécurité irakiens ont été déployés sur l'axe routier Bagdad-Kerbala pour éviter que cette cérémonie ne se transforme en carnage. Et nous poursuivons avec l'actualité. Aux États-Unis, la tâche s'annonce difficile pour Barack Obama en perte de vitesse dans les sondages et les élections de mi-mandat devraient lui être défavorables. Les républicains pourraient bien dominer les deux chambres du Congrès. Si ce scénario s'avère le bon, le président américain se retrouverait bloqué par les 2 dernières années de son mandat. Le Colorado est ce qu'on appelle un swing state, un État clé à l'électorat versatile. Ici, on vote démocrate ou républicain au gré des scrutins. L'électorat hispanique qui est important et très courtisé. Pour soutenir le candidat sortant, les démocrates ont envoyé des personnalités de premier ordre. Hillary Clinton, mais aussi Michelle Obama. Vous devez faire tout votre possible pour réélire Mark Udall. Nous devons y arriver. Comme dans d'autres États clés, une défaite dans le Colorado pourrait contribuer à faire basculer le Sénat dans le camp républicain. Vous avez vu les sondages, n'est-ce pas? Ignorez-les. Le seul sondage qui compte, c'est le jour de l'élection. En face, le candidat républicain joue la carte du terroir. Ce serait sympa qu'il y ait un peu plus de Colorado à Washington et un peu moins de Washington dans le Colorado, non? Comme partout dans le pays, le scrutin dépendra aussi du taux de participation. Selon les analystes, plus le taux est fort, plus cela profite aux démocrates. Dans l'actualité, New York, avec ce devoir de mémoire, 13 ans après les attentats du 11 septembre, le One World Trade Center a ouvert ses portes. Ce gratte-ciel le plus haut de la ville a été construit sur le site même des anciennes tours jumelles. Et depuis hier, le bâtiment accueille ses premiers locataires. C'est sur les cendres des tours jumelles que le One World Trade Center est construit. 541 mètres, plus de 100 étages, conçu par l'architecte américain David Childs. Désormais, c'est le plus haut gratte-ciel de New York. Après le mémorial des victimes du 11 septembre, la tour est un nouveau symbole du relèvement de la ville. C'est bien de voir ce bâtiment terminé. Peut-être que cela permettra à certains qui ont perdu quelqu'un de tourner la page. Il y a beaucoup d'émotions, l'Amérique se relève et va de l'avant. Les premiers à s'installer sont les employés de Condé Nast, un groupe américain d'édition de presse magazine. Une centaine de personnes sont arrivées lundi. D'ici janvier, 3400 employés de la compagnie devraient rejoindre ces bureaux. D'autres entreprises, mais aussi des administrations, ont prévu de s'y installer. Pour l'ouverture, les autorités de la ville ont voulu rassurer les futurs locataires. C'est le building le plus sûr, non pas du pays, mais du monde entier. Nous avons une totale confiance en ce qui concerne sa sécurité. Le bâtiment a été pensé par les autorités locales et fédérales. Au printemps 2015, un observatoire installé entre le 100e et le 102e étage sera inauguré pour le public. Ouverture à Cotonou au Bénin des travaux de la 64e session annuelle du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé. Une session qui aboutira à l'élection du nouveau directeur général de l'OMS pour l'Afrique. Son but est de définir les politiques de santé et d'approuver le budget et le programme de l'OMS dans la région. La 64e session du comité régional de l'OMS s'ouvre à la salle rouge du palais des congrès de Cotonou. La rencontre de Cotonou est donc une occasion propice pour débattre de fond en comble de cette maladie cruelle. Et l'urgence en effet de trouver des solutions les plus efficaces pouvant conduire à son éradication dans les plus brefs délais. Le monde entier et particulièrement notre continent fonde légitimement son espoir et son espérance en elle.
pour vaincre ce nouvel ennemi commun. Ebola au centre des préoccupations. La session du comité régional se tient dans un contexte difficile. Selon Dr Louis Sambo, directeur régional sortant de l'OMS pour l'Afrique, l'épidémie à virus Ebola met à rude épreuve et compromet les progrès réalisés en matière de développement socio-économique dans les pays touchés. À ce jour, plus de 13 000 cas ont entraîné près de 5 000 décès en Afrique de l'Ouest. Il faut une réponse urgente, a lancé Dr Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, qui s'exprimait en anglais. Elle a aussi délivré le message de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, sur la mobilisation internationale pour lutter efficacement contre Ebola. Autre sujet à l'ordre du jour, notamment la lutte contre les maladies transmissibles, la réforme de l'OMS qui sera marquée par l'élection d'une nouvelle équipe de direction au bureau de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats en lice. Après l'ouverture de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, place aux travaux en session plénière. Avant de refermer cette édition, l'ouverture du Doha Golf Forum au Qatar. Durant 3 jours, la capitale qatari va regrouper les grandes légendes du monde sportif, les chefs d'entreprise et les décideurs politiques. Autour du thème, le sport est un moyen de progrès social et de développement économique. Des personnalités politiques dont le président gabonais Ali Bongo Ondimba y étaient. La cérémonie d'ouverture de la 3e édition de Doha Golf Forum s'est déroulée en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, invité d'honneur de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. À l'occasion de cette plateforme mondiale d'échange sur le sport comme moteur de changements sociaux et progrès économiques, le président de la République Ali Bongo Ondimba a livré sa vision sociétale en anglais sur l'apport du sport dans le développement. 2012 a été un exemple avec l'organisation de la CAN, un événement qu'il compte renouveler en 2017. Le président de la République a aussi salué la performance des athlètes gabonais qui font la fierté du pays à travers la pratique du sport. Nous avons maintenant une bonne équipe de basketball, nous avons une équipe nationale très forte, nous avons aussi des champions dans les différents domaines, disciplines sportives. Nous avons aussi un joueur qui joue au club allemand de Borussia Dortmund. Beaucoup de nos sportifs maintenant sont des modèles et des sources d'inspiration pour les jeunes et pour les étudiants. Et beaucoup d'entre eux sont devenus des légendes et des modèles utilisés dans les initiatives humaines, dans les initiatives sociales. Durant 3 jours, le forum de Doha Golf regroupe dans la capitale du Qatar les grandes légendes du monde sportif, les chefs d'entreprise et les décideurs politiques. Voilà, vous venez d'entendre le président gabonais Ali Bongo Ondimba. C'était hier lors de la cérémonie d'ouverture du Doha Golf Forum. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.